Salut Steve, merci beaucoup d'être au rendez-vous depuis Saint-Dizier. C'est là hein, que tu es actuellement Exactement, je suis à Saint-Dizier avec Gauthier Onclin et Raph Collignon. pour un tournoi Challenger. Alors non, c'est un futur, donc un 25 000. Ils ont joué Toulouse la semaine dernière, Raph a perdu en demi et Gauthier en quart de finale contre Raphaël. Et là, on est venu voilà, à Saint-Dizier tous les trois et avant de passer sur terre battue. Alors Steve, comment tu as passé ce cap de la quarantaine? Ça va? Tu t'en es remis? Oui, ça s'est super bien passé. Ma petite femme avait fait une magnifique surprise. Elle avait invité plein de gens. Il y avait toute une mise en scène. On est parti de la maison, j'avais les yeux bandés. Et je suis arrivé là, il y avait tout le monde. Donc c'était une super soirée. On s'est beaucoup amusé. On a bien ri. Euh, on a un tout petit peu bu. Et voilà, on a bien fêté ça. C'était une magnifique surprise. Donc encore une fois, je vais la remercier de par ta question. Et, euh, et voilà, et après je suis parti au tournoi assez vite, donc la fête n'a pas duré bien bien longtemps. Et il y avait qui dans l'assemblée qu'on connaît? Quel people? Il n'y avait pas trop de people, il y avait voilà, Guillaume Gillet, Jérôme Peters, mes associés au paddle, Maxime Diderix. Après, il y avait plusieurs personnes de la Fédé, mes amis du tennis, mes amis hors tennis, Thibaut Sèvres, enfin vraiment beaucoup de monde. En fait, non, pas beaucoup de monde, mais vraiment des personnes importantes aussi de ma famille. Donc, on était une quarantaine, 40-50. Et comme je l'ai dit, c'est super parce qu'il y a que des gens que j'aime et que j'apprécie. Donc, c'est top. Et tu te rappelles, nous deux, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vus? Au Télévis, je pense, où on a dû jouer l'un contre l'autre en finale, non? Tu as des bons souvenirs, ça t'a pas marqué visiblement. Ta victoire Si, écrasante. ça m'a marqué, sinon je l'aurais pas retenu. Mais non, c'était une belle journée pour le Télévis. On a bien rigolé. Évidemment, on m'avait mis un très bon partenaire. D'abord, une très bonne partenaire qui a dû partir et on l'a remplacé par un très bon partenaire. Mais je trouve qu'avec Silvio, vous avez quand même pas mal joué, hein. On peut dire qu'on a pris 9-1. C'est très gentil, Steve, pour ta compassion. Mais Silvio, il était mort, mort de fatigue. Ah, Silvio était mort et puis voilà, mon partenaire était vraiment très fort. Donc on aurait peut-être dû aller mixer les équipes pour la finale. Bah, j'espérais que tu me proposes de venir jouer à tes côtés, mais bon, visiblement, à part Sabine Appelmans, il n'y avait personne d'autre qui t'intéressait, quoi. Ah, moi, je peux jouer avec tout le monde et je prends plaisir avec tout le monde. Donc, on aurait dû faire ça, je pense. Bon, et l'année prochaine, on retient, parce que c'était vraiment un bel événement au Planet Paddle, qui est ton club de paddle. Et tu as d'ailleurs d'autres, pour l'instant, tu es sur un autre projet que tu viens d'annoncer récemment. Oui, on est sur un autre projet avec justement avec Planet Paddle, mais c'est un projet où on est minoritaire, donc on a beaucoup moins de parts que les deux autres personnes. Euh, donc c'est un projet où on va être beaucoup moins investi forcément. Et c'est un projet qui vient de commencer aujourd'hui, donc la construction a commencé aujourd'hui à Nandrin et on se réjouit parce que ça va être un super beau club et on se réjouit de voir ce que ça va donner. Ça va être combien de terrains de paddle uniquement? Ce sera pas de l'uniquement avec restauration, avec bar, avec terrasse et on aura 6 terrains couverts. Euh, voilà, toutes les petites erreurs qu'on a pu commettre dans la première construction, on va essayer de ne pas les reproduire avec l'expérience qu'on a eue. Et même si on est minoritaire, voilà, c'est bien d'être présent, c'est bien de continuer l'aventure ensemble parce on a une belle équipe de 4 amis et là, ce sera voilà, avec d'autres associés, mais c'est une belle aventure de nouveau. Justement, par rapport au padel, je dis padel parce que figure-toi qu'on ne peut plus dire paddle, hein, padel à l'espagnol normalement. Tu as quoi comme sentiment, toi, vu de l'extérieur? Est-ce que c'est un sport qui est un petit peu en train de cannibaliser le tennis ou est-ce que les deux peuvent très bien cohabiter? Je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que le padel prend un peu trop de place aux yeux des tennismen. Quelle est ton opinion par rapport à ça? C'est intéressant. Ben, on en parle tout le temps, quoi. C'est la question que tout le monde se pose et à la longue, ça commence un peu à être lourd en fait parce que moi, je trouve ces deux sports qui sont qui sont complémentaires. Tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au padel.
Moi, je vais dire paddle parce que ça va me saouler. Euh, Moi aussi, en voilà, fait, hein. le tennis, je pense que ça marche. Les tournois sont remplis. Euh, Moi, je vois dans notre club à Anse, on a beaucoup de gens qui viennent jouer en famille, avec leurs enfants, avec des amis. Il y a beaucoup d'heures qui sont prises par des gens, même en journée. Donc, j'ai pas l'impression que le tennis diminue. C'est vrai que le paddle augmente, ça c'est une certitude. Il y a beaucoup de gens qui jouent, les clubs sont remplis. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup trop de clubs qui se construisent et beaucoup de projets qui sont en cours. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. J'espère qu'on va pas faire la même erreur que la Suède, à faire des clubs, des clubs, des clubs, et puis en fait, il va falloir tous les fermer. Mais pour moi, c'est complémentaire. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas quitter le tennis, il y a des gens qui font les deux, il y a des gens qui n'aiment plus que le paddle. Moi, je pense que ça va s'équilibrer à un moment et que les choses vont se stagner et qu'on va arrêter de dire que le paddle prend toute la place parce que je pense que ça pas tout à fait vrai. Tu n'es pas pour la condamnation de terrains de tennis intérieurs pour construire des paddles, même si économiquement c'est plus avantageux? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, je suis contre, évidemment, parce que je continue de m'investir dans le tennis, je continue d'être à la fédération. Je suis partenaire dans un tennis club à Anse. Euh, oui, j'ai développé, moi, avec d'autres personnes, un club de paddle uniquement, mais je continue de m'investir dans le tennis. Et c'est vrai que quand tu vois des clubs indoor qui disparaissent, c'est triste. Maintenant, il faut pas oublier c'est des propriétaires souvent indépendants, qu'ils ont envie de gagner leur vie. Et c'est vrai que pour l'instant, si on doit faire un calcul de rentabilité, il y a pas photo, mais je suis pas partisan de ces choses-là, mais je les comprends à 4000%. Mm. Bon, on va fermer cette parenthèse padel, Steve, pour parler de ce qui nous concerne ici, puisque j'avais envie de t'inviter dans mon podcast, étant donné que la semaine dernière a eu lieu le tirage au sort des phases finales de la Coupe Davis, qui se dérouleront au mois de septembre. On rappelle que la Belgique a décroché sa qualification pour cette phase finale en réalisant l'exploit de battre la Croatie début février à Varaždin. Quel souvenir, hein, Steve, on y était tous les deux, tes cordes vocales s'en souviennent encore. Suite à cette qualification, 16 pays s'affronteront donc du 10 au 15 septembre par poule de 4 dans différentes villes d'Europe, Bologne, Manchester, Valence et Zouhai en Chine. Le tirage au sort a voulu que nous disputions ces phases finales à Bologne, en Italie. Déjà, Dieu merci, ce ne sera pas à Zouhai en Chine, mais en plus, les pays qui se trouvent dans notre groupe, le groupe A, sont à notre portée. Bon, mis à part la tête de série numéro 1, l'Italie, et son armada de joueurs talentueux, on va y revenir tout de suite, mais nous affronterons également le Brésil et la Hollande. Alors avant d'analyser un peu les forces en présence de chaque pays, est-ce que tu peux nous dire si globalement tu t'estimes satisfait de ce tirage au sort et sous question, est-ce que tu as suivi le tirage en direct? Alors non, j'ai pas suivi le tirage en direct. Pourquoi? Parce que j'étais en plein match. Donc, je regardais un de mes poulains jouer. Après, j'ai eu forcément directement beaucoup de messages avec le tirage. Est-ce que c'est un bon tirage, pas un bon tirage? Déjà, c'est cool. On va jouer en Italie. C'est pas trop loin. Pour les supporters, c'est bien. Pour nous, c'est bien. On sait qu'on va bien manger, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après la poule, l'Italie en Italie, ça va être magnifique, évidemment. Ça va être blindé, ça va être une ambiance de fou, une vraie ambiance de Coupe Davis, même si voilà, le format est un peu pourri, hein. Mm. Euh, mais ça va être génial. Plus concrètement, on va évoquer un petit peu les adversaires. Donc, tu l'as dit, hein, l'Italie, grâce aux performances incroyables de Yannick Sinner, eh bien, ils sont tenants du titre parce qu'il a quand même battu Novak Djokovic en demi-finale l'année passée après avoir sauvé une balle de match. C'était un match complètement épique, mais ils ont une armada de bons joueurs. Je les rappelle, il y a Lorenzo Musetti, 24e mondial, Matteo Arnaldi, 38e, Lorenzo Sonego, 53, Flavio Coboli, 63, Luciano Darderi, 75e, Luca Nardi, 96e, et puis, eh bien, il y a Fabio Fognini, qui est juste aux portes du top 100, et Matteo Berrettini. C'est quand même incroyable, le tennis italien. Là, il va y avoir vraiment du boulot. T'espères, toi, qu'Yannick Sinner va jouer?
Bah non, il faut être honnête, on n'espère pas qu'il va jouer. Bon, c'est Ça, sympa quand même de jouer Sinner. Oui, c'est génial, mais le but de la Coupe Davis, c'est quand même de gagner des matchs. Donc, on sait bien que si Sinner est là, ça va être très compliqué parce qu'il peut jouer en simple et en double. Même si, voilà, ils ont une magnifique équipe de double avec Bolelli, Vavasori qui ont fait finale en Australie, qui jouent très très bien, qui continuent de gagner plein de matchs. Ils ont plein de joueurs, que ce soit en simple et en double. C'est peut-être pas l'équipe qu'il faudra battre, mais pourquoi pas, on sait jamais. En Coupe Davis, tout peut se passer. Si Sinner n'est pas là, évidemment, on s'enlève une épineur du pied, mais ça reste quand même exceptionnellement fort, pardon, avec toute l'armada qu'ils ont. Donc, Sinner ou pas Sinner, ce sera compliqué. Mais si moi je dois choisir, forcément, je préfère que Sinner ne soit pas là. Est-ce que Sinner, peut-être le statut qui est le sien aujourd'hui, par rapport à il y a 4 mois, ça a quand même beaucoup changé depuis sa victoire à l'Open d'Australie. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire l'impasse sur cette compétition? Bah, clairement, depuis sa victoire en Australie, il a pris une autre ampleur. Et puis même les gens et les autres joueurs, je pense, se rendent compte de l'ampleur qu'il a pris et du niveau de jeu qu'il a. Je pense qu'à l'heure actuelle, il va devoir faire des choix. Il peut pas tout jouer non plus. C'est une année olympique. Il y a énormément de tournois. Il y a des gros tournois. C'est juste après l'US Open, où j'espère qu'il va cartonner. Comme ça, il rentrera encore un peu plus tard. Mais j'ai l'impression que, vu la tournure des événements, vu son niveau de jeu, vu ses résultats, vu la victoire de l'année passée aussi, parce que ça compte, je pense que c'est une possibilité qui fasse la passe, oui. Ouais. Parce qu'on avait vu Carlos Alcaraz, qui quand il a gagné l'US Open, avait été, à l'étonnement général, jouer la Coupe Davis en Espagne. Il a un peu regretté d'avoir fait ça, il l'a un peu payé après. Donc ça pourrait être une leçon pour Yannick Sinner aussi, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Oui, je pense que ça peut être une leçon. Ça peut être, c'est sûr que là, il est bien entouré. Il a des personnes autour de lui, dans son staff, qui ont énormément d'expérience. Il a déjà gagné la Coupe Davis. Il a gagné un Grand Chelem. Il y a les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de choses cette année qui font que peut-être qu'il y a une petite chance qu'il ne la joue pas. Maintenant, moi, je connais pas son état d'esprit, je connais pas le garçon. Est-ce que c'est un joueur qui vit pour la Coupe Davis, qui veut la jouer absolument à tout prix? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ma tête, je me dis que c'est une possibilité qu'il soit pas là. Maintenant, de nouveau, hein, qu'il soit là ou pas là, ce sera compliqué. Oui, parce que bon, on parle de lui, mais il y a tous les autres aussi. Alors après, la Hollande, tu en as parlé, qui a quand même été quart de finaliste l'an dernier, battue par l'Italie justement, face à qui ils n'ont pas démérité puisqu'ils menaient 1-0. Euh, Comme chef de file, on a Talon Grigspor, le poussin de notre ami Christophe Vliegen. Ce sera l'occasion de belles retrouvailles d'ailleurs. Et Botit van de Zenskulp. Ils sont respectivement 26 et 77e mondial. Il y a aussi le jeune Jesper de Jong qui pousse proche du top 150. C'est une équipe qui peut être accessible, plus accessible. Bah, sur papier, ils sont plus forts que nous. Ça c'est évident. Grigspor, ça fait 1 an et demi qu'il joue exceptionnellement bien, voire un peu plus. Mais avant, c'était un peu plus hors challenger. Ici, ça fait 2 ans. Il fait des grands prix, le 20e mondial. Il bat quasiment tous les meilleurs. Voilà, c'est vrai que Christophe Wiegen Fly, pour les intimes, bah, il fait un super travail. Il le suit partout. On a rigolé justement lors du tirage. Je lui dis, mais tu vas quand même pas te mettre en face de moi avec ta veste orange. C'est pas possible, quoi. Toi, avec tout ce que tu as donné pour la Coupe Davis en Belgique, tu vas pas nous faire ça. Mais voilà, c'est l'entraîneur de Griekspoor, c'est pas l'entraîneur de la Hollande. Mais c'est vrai qu'ils ont Griekspoor, ils ont Van de Gunskulp qui joue très très bien, qui a été beaucoup mieux classé, qui est un peu redescendu, mais qui est très très dangereux. Et puis de nouveau, on parle pas assez, mais le double, c'est Du un double. point. Et c'est un point qui vaut très très cher. Et là aussi, ils ont des joueurs d'exception. Ils n'ont pas qu'un joueur de double, ils en ont deux, trois, quatre, cinq qui jouent très bien et qui peuvent jouer le point de la victoire. Donc ça va être aussi, je pense, une rencontre de Coupe Davis parce que les Hollandais sont passionnés de sport. Ils font tous les déplacements. Il y a énormément d'Hollandais quand ils jouent. Donc ça va être un match super sympa. Et puis on est quand même deux petits pays qui sont très très proches l'un de l'autre. Donc ça va être une belle rivalité.
Et ils ont des joueurs d'exception, que ce soit en simple et en double, ça va être très dur parce ils ont vraiment de tout et ils ont de la masse. Et alors, pour clore ce tirage et ce groupe A dont nous faisons partie, on a parlé brièvement tout à l'heure, mais le Brésil, on disait que c'était plus à notre portée. On va quand même juste rappeler aux auditeurs qu'il y a Thiago Seboth Wild, qui est donc le numéro 1 brésilien, très bon joueur de 24 ans qui ne fait que progresser. Mais il y a aussi Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves. Et alors, un qui ne sera sans doute pas aligné parce qu'il est encore un peu loin au classement, mais il fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Joao Fonseca, vainqueur de l'US Open Junior, champion du monde ITF à la fin de l'année dernière. À 17 ans, il éblouit sur les circuits Challenger. J'imagine que tu l'as vu récemment performer. Forcément, j'ai entendu parler de lui. Il a encore fait une finale en Challenger la semaine passée Au euh, Paraguay. au Paraguay. Bah, trop tôt, non. C'est pas trop tôt, c'est dans quelques mois, donc on peut vite monter, tu le sais bien. Ça peut aller très très vite. Il est Il a pas de 340 là. pression. Il est 340, mais ça peut aller très vite. Il va avoir des wildcards, il va jouer des gros Mm. tournois. Voilà, quand on est si fort, si jeune, on est aidé. On est aidé, on a des invitations, on peut jouer des plus gros tournois, on prend plus vite des points. Donc, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Maintenant, pour l'instant, il est loin, ça c'est sûr. Il y a des joueurs qui sont encore bien mieux classés que lui dans son pays. Tu les as cités, et c'est de très bons joueurs, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, si on doit prendre la poule sur papier, ben, on est les moins forts. Il n'y a pas de secret. En termes de classement, on est la moins bonne équipe. Bah, En termes d'équipe, le Brésil a quand même son deuxième joueur qui est au-delà du top. Enfin oui, c'est vrai que son premier joueur est bien mieux classé, effectivement. mieux classé, Montero, il est presque dans les 100, je crois, ou voire dans les 100. Je pense qu'il est même dans les 100, mais je me trompe peut-être. Mais Non, j'ai l'impression, je vais te dire ça tout de suite. Montero, il est 110. il est pas loin, mais il est encore devant Zizou. Donc, ça veut dire que Ouais. même limite devant Daf. Donc, ça veut dire que sur papier, on est les quatrièmes du groupe. C'est pas compliqué. Maintenant, le papier et le terrain, ben, on le sait, c'est différent. Nous, on a vraiment un esprit d'équipe de dingue. On a d'autres choses. Et on a des très bons joueurs qui sont capables de jouer beaucoup mieux que leur classement aussi. Donc, je me tracasse pas trop. L'important, ça va être d'être prêt, ça va être de faire les bons choix. Et puis, qu'on termine premier, deuxième, troisième ou quatrième du groupe, ça dépend pas que de nous, hein. Et donc, par rapport à notre équipe, justement, est-ce que ton cheval de bataille, ça va être de faire revenir David à tout prix? Steve, tu vois, je parle encore de toi, c'est pas possible hein, comme joueur. Est-ce que ça va être de faire revenir David à tout prix ou bien tu n'en fais pas spécialement une priorité, sachant qu'il n'était pas là lors des deux dernières rencontres? Bah, c'est pas, non, c'est pas mon cheval de bataille. Évidemment que je vais faire le forcing pour que David revienne parce que je pense que avec David, on a plus de chances, simplement que l'expérience qu'il a, l'aide qu'il peut amener dans l'équipe pour les plus jeunes, le discours qu'il pourra avoir, son niveau de jeu, hein, parce que son niveau de jeu, faut pas croire, il n'a pas disparu, il est toujours bien Mm. là et c'est pas parce il est pas top 20 qu'il ne sait plus jouer au tennis. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir David dans l'équipe. Est-ce qu'il sera là, pas là? Moi, je ne sais pas encore le dire à l'heure actuelle. Je vais lui laisser encore un peu de temps de voir comment ça se passe. Il avait dit voilà, qu'il serait sûrement disponible après. On va voir comment il joue les prochaines semaines, comment se passent les Jeux Olympiques s'il y est, et puis il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais bien sûr qu'on va se voir, on va se contacter, on va essayer de le faire revenir, parce que si on va avoir une chance d'aller loin, on aura besoin probablement d'un mec comme David. Après, voilà, Alexander Blocks, il a très bien joué les dernières semaines, il va encore monter, est-ce qu'il va encore prendre un peu d'expérience dans les grands chelems maintenant? Ben, je l'espère. Yoris, qui a fait encore une finale à Lille avec une balle de match. Est-ce qu'il va revenir en forme? Je l'espère. Kimmer, je ne sais pas trop où il en est pour l'instant, mais j'espère aussi qu'il sera de retour. Après les autres, il y en a encore des jeunes, on a encore des autres joueurs. Zizou, ben voilà, il fait son petit bonhomme de chemin et il se rapproche du top 100 petit à petit. Voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation et on va essayer d'y répondre petit à petit sans se dépêcher parce qu'on a encore beaucoup de temps.
Mm. Et Yoris et Zizou, justement, tu as vu leur confrontation, c'était à Lille, justement, au premier tour hein, qu'ils s'affrontaient. J'ai regardé ce match, que c'était dingue, hein, ça a duré très longtemps, 3-7 serrés. Tu as regardé avec attention, j'imagine, ce match-là? Pas avec attention, non. J'ai regardé. Je les avais déjà vus l'un contre l'autre en Australie. Là, j'étais présent. À Lille, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas tout regardé. Voilà, Zizou a mené. Zizou était devant. Il a un peu déconné, si je peux dire, au moment de conclure. Et puis Yoris a bien réagi, s'est accroché, et puis il a été chercher voilà, le match, et puis une belle finale. Ils ont tous les deux un super niveau de jeu, ils sont tous les deux capables de très bien jouer au tennis, de battre des très très bons joueurs. Donc voilà, après, c'est un match parmi tant d'autres. Hein. Voilà, c'est toujours des matchs un peu difficiles à gérer parce qu'ils se connaissent très bien. Ils se sont joués il n'y a pas longtemps en Australie, donc il y a eu la Coupe Davis. Donc voilà, c'est des matchs compliqués, mais ça fait partie du jeu. Voilà, mais c'est pas, il faut pas retenir spécialement ce match-là. C'est plus sur les mois qui vont passer maintenant et sur les victoires, les défaites. Et c'est sur ça qu'on va se baser, je pense. Ouais, bah oui, parce que Zizou a aussi fait un très beau tournoi la semaine passée à Lugano, en Suisse, hein. Il a été demi-finaliste dans ce Challenger. Donc, il fait son petit bonhomme de chemin. Il se rapproche de ce top 100 qu'il aimerait tellement atteindre depuis si longtemps. Et c'est vrai qu'il avait été exceptionnel en Coupe Davis en Croatie. Oui, ouais, il avait été exceptionnel. Il avait surtout montré qu'il était capable de beaucoup de choses. Euh, et puis surtout aussi, il a bien géré ses émotions parce que on en a beaucoup parlé. Il a été dans une période avec beaucoup de questions en termes de physique, par rapport à son corps et tout ça. Et je pense que là, il a été bon dans la gestion. Euh, Maintenant, c'était un travail d'équipe où je trouve que là, tout le staff a vraiment fait un travail exceptionnel pour le mettre dans de bonnes conditions et l'amener sur le terrain serein. C'était ça la clé, c'est qu'il soit serein et qu'il pense pas trop. Et là, ça a été vraiment une très belle victoire pour tout le monde et surtout pour lui parce que je pense que ça l'a rassuré et ça lui a permis de penser à autre chose. Et maintenant, il n'a qu'une chose à faire, c'est penser à son jeu, à son tennis et continuer de progresser. Oh, et puis on n'en a pas parlé, là, notre liste, c'est notre équipe de double. Fabuleux, Joran Vliegen et Sander Gille. Ils ont encore fait une performance, là, il y a 2 semaines, à Indian Wells. Je pense qu'ils ont battu les numéros 1 mondiaux. Enfin, ils jouent vraiment le feu. On l'a vu en Croatie dans ce double mémorable. Et donc là aussi, c'est pour toi une grosse épine hors du pied de ne pas devoir composer avec une équipe de double pas prête comme doivent faire les autres pays. Ça, c'est une évidence. Ils font des résultats exceptionnels, ils font des résultats un peu moins bons. Ils sont pas toujours super réguliers. C'est peut-être ça la grosse différence avec les toutes grosses équipes. Ouais. Mais sur un match, sur un tournoi, sur deux tournois, euh, ils sont capables de battre tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ils sont forts. Et moi, je voudrais qu'ils soient encore plus réguliers parce que je pense qu'ils peuvent être encore bien meilleurs. Mais tu crois pas qu'en Coupe Davis, ils ont franchi un petit palier parce qu'ils avaient eu, je sais plus, je l'avais cité dans mes reportages sur la Coupe Davis, ils avaient eu vraiment toute une série de défaites crapuleuses, hein, j'ai envie de dire comme ça, avec des matchs qui tournaient pas en leur faveur, des défaites au super taille, vraiment des choses assez douloureuses. Et puis là, il y a eu cette rencontre en Croatie où ils vont chercher le match où ils sont absolument pas favoris. Et là, il y a peut-être voilà, un petit déclic qui a pu se jouer aussi. Je sais pas, on verra à Bologne, mais non, ils ont gagné le match. Ils ont eu un peu de réussite pendant le match aussi. Ils en ont profité. Ils ont fait un gros match. On peut pas leur enlever. Ils ont été bons. Euh, ils ont surpris beaucoup de gens. Donc c'était fabuleux. Maintenant, est-ce que c'est un déclic? Moi, j'en sais rien. Je suis pas devin. Donc, on va voir ce qui se passe dans les mois qui arrivent, et dans les prochaines rencontres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est obligé de compter sur eux. Leur poids, il est très très important. C'est un point sur trois. Il faut quand même pas qu'on l'oublie maintenant. Hein. C'est plus un point sur cinq, c'est un point sur trois. Et c'est énorme. Donc, on va essayer, pareil, de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent sortir trois gros matchs parce ils auront probablement trois gros matchs à jouer.
Mm. Et sachant tout cela, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser là-bas? Bah, je crois que si on va là-bas, on a quand même envie d'être dans les deux premiers. Sinon, autant qu'on reste chez nous. Je pense pas qu'on va avoir envie de faire de la figuration ou de se dire qu'on va juste là pour s'amuser et pour faire trois bons matchs de tennis. Non, je pense qu'on va aller là pour essayer de faire quelque chose en sachant évidemment hein, notre place. Hein. Il faut pas qu'on se leurre non plus. Hein. On n'est pas censé être dans les deux premiers. Si on est dans les deux premiers, bah, c'est un miracle, c'est fabuleux. Si on est troisième, c'est fabuleux aussi. Et si on est quatrième, bah, on nous dira, bah, voilà, hein, vous avez votre place, c'est comme ça, et Mm. vous êtes quatrième, vous rentrez chez vous. Mais moi, j'ai juste envie d'aller là-bas avec toute l'équipe en se disant que, OK, on a une chance, on a envie. À partir de là, sans le moindre regret, sans se dire, on aurait dû tenter ça, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Non, on va là-bas, on fait le maximum et on fait le bilan à la fin de la semaine. C'est pas mal d'avoir le rôle d'outsider. C'est gai. On n'a pas de pression. On sait qu'on va jouer que des meilleures équipes. Et les joueurs qui vont monter sur le terrain vont chaque fois être plus forts que nous. Donc c'est fabuleux. Le groupe est sympa. Le groupe est plutôt homogène. On a une belle carte à jouer. On a une belle équipe. On va essayer de faire le maximum et après on verra. Ouais, donc ce sera deux pays qui sortiront de poule hein, pour après éventuellement disputer les quarts de finale. Et Ruben, tu as échangé un petit peu avec lui, ton coach de Coupe Davis. Qu'est-ce qu'il en pense en quelques mots de ce On tirage? échange tout, on échange tout le temps. On est tout le temps en contact. On parle beaucoup. On essaie déjà de mettre en place des choses. On essaie de voir un peu comment ça va. Lui aussi, forcément, il a ses joueurs qui sont dans l'équipe, que ce soit Zizou, que ce soit Alex qui l'entraîne un peu avec Philippe Cassirs, que ce soit Thibaut Colson, que ce soit d'autres. Voilà, il y en a plein, Michael Geerts, qui sont en train de bien jouer. Donc, on les a tous à l'œil. On est en contact quasiment toutes les semaines. Et ça, c'est cool parce que on a une super entente et il a énormément de compétences. Je pense que moi aussi, j'en ai d'autres et on se complète vraiment très bien, je pense. Et ça va être possible d'organiser des petits rassemblements d'ici au mois de septembre, vu la charge du calendrier ATP. Bah, c'est possible parce qu'on le fait tout le temps. Dès qu'on est en Belgique, on s'entraîne ensemble. On va à Ouidray, qui viennent à Mons, on va à Oui. Donc, on essaie vraiment d'organiser des entraînements tous ensemble. Et ça, c'est cool parce que voilà, on a la possibilité de le faire. Donc, on n'est pas loin, on a un petit pays, euh, et puis on n'a pas des joueurs qui se prennent pour des autres. Donc, ils acceptent de jouer les uns avec les autres, et ça, c'est cool. Je vais juste rappeler que les groupes qui s'affronteront durant cette semaine de Coupe Davis du 10 au 15 septembre, il y aura le groupe A, donc c'est le nôtre, on en a parlé. Dans le groupe B, à Valence, on retrouve l'Australie, la Tchéquie, la France et l'Espagne. Ça, c'est vraiment le groupe de la mort. Les quatre nations du groupe C qui vont avoir la chance d'aller jouer en Chine, c'est l'Allemagne, les États-Unis, la Slovaquie et le Chili. Et puis le groupe D qui s'affronte à Manchester regroupe le Canada, l'Angleterre, la Finlande et l'Argentine. En Chine, tu penses que des joueurs comme Taylor Fritz, Frances Tiafoe, les meilleurs joueurs américains vont prendre la peine de faire un déplacement jusque là-bas? C'est quand même pas top hein, comme tirage. C'est pas top. C'est pas top. Je pense il y a des joueurs qui vont faire la passe parce que c'est compliqué. Hein. Et de nouveau, c'est après l'US Open et puis il y a encore toute la saison après qui est encore très longue. Donc je pense que certains joueurs feront la passe maintenant. Après, Donc ils c'est en ont compliqué tellement de... que Oui, ils ont énormément de joueurs de toute façon. Et puis voilà, c'est quand même la Coupe Davis. Donc il y en a qui sont passionnés, il y en a qui le sont moins. Donc on verra les passionnés et on verra vite les passionnés en fait. ouais, et justement, pour embrayer là-dessus, par rapport aux filles, un petit peu dur ce qui se passe là. Wim qui va devoir aller à Orlando sans Élise, qui a choisi de faire l'impasse une nouvelle fois, sans Grete et sans Yanina, qui ont mal débuté leur saison 2024 et donc ont choisi de privilégier leur préparation sur terre battue et de jouer en Europe, de ne pas rester aux États-Unis. Difficile de se mettre dans la peau de Wim, que j'aurai au téléphone probablement demain également, mais
c'est compliqué. Comment est-ce qu'on garde la motivation en tant que capitaine aussi? Parce que bon, les filles qui vont doivent être aux anges de pouvoir représenter la Belgique. Donc, ça va être la motivation extrême pour ces jeunes, Sofia Kostoulas, Anne van de Winkel, Kimberley, Zimmerman et Marie. Mais voilà, comment on vit ça en tant que capitaine? Comment on peut s'y préparer? Bah, c'est dur, hein. Je pense que c'est un coup dur quand même, malgré tout. La motivation de Wim, je suis sûr qu'elle va être au top. Se dire, allez, on va tout faire. On est forcément, il est déforcé, il perd ses trois meilleures joueuses, euh, mais il aura des jeunes qui auront le couteau entre les dents, il aura des jeunes qui vont avoir envie de prouver les choses. Pour lui, je pense que c'est génial. Après, clairement, c'est un coup dur. Elise qui ne vient pas. Euh, je suis un peu surpris parce que voilà, elle se prive aussi de jouer les Jeux Olympiques. Alors après, c'est un choix. C'est dommage parce que elle peut faire une médaille en simple et en double. Donc Ouais. c'est un peu dommage, mais c'est des choix de carrière. Voilà, faut les accepter, il faut les comprendre. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas notre problème, c'est le sien et c'est elle qui décide de toute façon de sa carrière. Après, je peux comprendre Grete et Yanina qui ont fait des efforts, qui sont venus en Belgique, qui voient qu'Elise ne joue pas. C'est difficile de se dire, voilà, Yanina, elle a plus 20 ans, elle a une longue carrière déjà, elle est fatiguée, elle a beaucoup joué. Je comprends qu'elle fasse ce choix-là en se disant, ben voilà, pourquoi est-ce que moi j'irai encore là-bas alors qu'il y en a d'autres qui ne le font pas? C'est compréhensible aussi. Donc voilà, et après Grete, elle n'a pas fait un grand début d'année, mais ça va aller parce qu'elle joue très bien, elle est motivée, elle est sérieuse. Je me fais pas de soucis, mais je comprends aussi qu'elle n'y aille pas. C'est dur, mais c'est des choix de carrière qu'on doit accepter. On ne sait pas pourquoi elles n'y vont pas. Peut-être que les Mm. raisons sont, entre guillemets, tenues secrètes et que c'est des très bonnes raisons, mais qu'on ne veut pas divulguer. J'en sais rien, mais je pense que voilà, c'est comme ça. Il faut prendre les choses comme elles le sont. Il y a des joueurs qui viennent pas. Mais en tout cas, le capitaine, oui, mais il va être au taquet, c'est sûr. L'équipe derrière les filles vont être au taquet. Les jeunes qui vont être là, c'est une super expérience. Et c'est bien aussi pour la suite. Voilà, si ça paye pas Mm. maintenant, ben, ça payera peut-être plus tard. On a des jeunes joueuses qui jouent très très bien. Il faut essayer d'en profiter. Il faut essayer de les mettre dans l'arène le plus vite possible. Et là, ça va être l'occasion. Quand tu vois sur la feuille de match les États-Unis, est-ce que tu te dis pas aussi, bon, ou peu importe, tu crois que si c'était au Brésil, elle se serait pas dit, bon là, on a peut-être plus de chance, on va y aller. Peut-être. En tout cas, en face, ben, il y a une fameuse équipe, ça c'est sûr. Mm. Ah, Mais ça fait de bons matchs, voilà. hein. Ouais, ça fait des bons matchs et puis c'est de nouveau, c'est une belle expérience pour les jeunes parce que on a des jeunes, ok, elles sont pas encore très très bien classées au niveau de la WTA, mais c'est des jeunes qui jouent très très bien et qui avec un capitaine sur le banc, avec un coaching à chaque point, ça peut faire aussi une différence. Steve, merci beaucoup d'avoir pris le temps depuis Saint-Dizier de venir à mon micro. Comme d'habitude, merci infiniment. Tu vas suivre Raphaël et Gauthier jouent quand? Tu peux nous dire contre qui? Alors, il joue demain. Gauthier joue un qualifié et Raphaël joue un joueur français là, qui rentre du collège américain, qui est 800e mondial, je pense. Voilà, ils jouent tous les deux demain et on en saura plus après. Et Pierre viendra en Belgique pour préparer la saison sur terre battue. Après, on rentre en Belgique et on se prépare une ou deux semaines en fonction des deux joueurs sur terre battue avec aussi Emilien Demanet qui va rentrer l'Irak Lyon. Donc on va commencer la prépa sur terre et après repartir voilà, sur le circuit Challenger et Futur. Bon, et bien que tout se passe bien pour toi. Merci beaucoup. Et ben, écoute, on se donne des nouvelles comme d'habitude. Merci à toi Christelle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.